On va continuer, comme je le disais tout de suite, sans prendre les questions. Comme on est en avance, on aura le temps pour une longue pause et des questions après les trois interventions. Donc, on continue tout de suite avec Julien Maréchal, donc, qui est directeur de la Petite Bibliothèque Ronde de Clamart, et Roxane Schaeffer, qui est aussi de la Petite Bibliothèque Ronde de Clamart, qui est coordinatrice des études du développement. Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de nous donner la possibilité de parler de la bibliothèque de Clamart. Nous en sommes très fiers et très honorés. Le faire alors que le monde semble un peu de nouveau en train de basculer dans le chaos, ça a un certain sens. Le faire aussi dans le cadre des 100 ans de l'heure joyeuse, et alors que se profilent les 60 ans de la bibliothèque des enfants de Clamart à l'automne prochain, ça donne aussi une valeur particulière à notre intervention. On se prépare à fêter ces 60 ans dans un contexte un petit peu particulier, puisque la Petite Bibliothèque Ronde, qui existe depuis 2007 et qui a repris l'action de terrain qui avait été entreprise par l'association La Joie par les livres, fondée dans les années 60, n'est plus actuellement dans le bâtiment historique de Clamart. On l'a quitté en octobre, j'allais dire 1900, absolument pas, on l'a quitté en octobre 2018 pour favoriser la mise en place d'un chantier de restauration qui ne devrait plus tarder, puisqu'il n'a pas encore commencé, mais c'est imminent. Donc on n'est plus dans le site historique de la rue de Champagne, ce qui rend finalement l'évocation d'un bâtiment que nous ne fréquentons plus, d'un outil de travail assez merveilleux, d'autant plus nécessaire et qui peut aussi rendre un peu mélancolique par moments. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, on est toujours obligé, nous, de regarder vers le passé, parce que quand la Petite Bibliothèque Ronde a été fondée, c'était, comme je l'évoquais, dans l'idée de poursuivre aussi le travail, un certain nombre de missions qui avaient été envisagées dès les années 60 à Clamart. Ces actions, c'était de placer l'enfant au centre des projets de la bibliothèque, d'expérimenter, d'analyser et de partager les réflexions avec les professionnels de tous horizons. Donc ce que nous continuons à faire, d'une certaine manière, nous continuons d'accueillir le public dans une antenne temporaire qui est à 400-500 mètres du site historique. On continue d'envisager des actions hors les murs, de former des professionnels, mais donc toujours avec ce besoin de nous référer à l'action des années 60 à 2006, pour le dire très vite. Il en va de même sur la question de l'international. Dans son livre « Laissez-les lire », Geneviève Path écrivait que l'ouverture internationale nous a toujours semblé nécessaire, à la fois pour les enfants et leurs familles, mais aussi pour notre propre réflexion. Nous avons bénéficié d'expériences vécues dans les pays du Nord, nous avons beaucoup appris de certaines expériences nées dans les pays du Sud. Les unes et les autres nous ont aidés dans nos pratiques et notre pensée. Roxane et moi allons revenir sur les influences du projet Clamartois et la manière dont a été pensée cette ouverture internationale à Clamart dans les années 60 et 70, faisant de la bibliothèque de la Joie par les livres une bibliothèque de quartier ouverte sur le monde et utilisant la littérature et les albums étrangers pour s'ouvrir aux autres cultures. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation à prendre la parole aujourd'hui. Effectivement, on est très heureux d'avoir cette possibilité-là, mais c'est vrai qu'au début, quand on a eu le sujet du colloque, c'était un peu vertigineux, parce que on n'envisage pas forcément de revisiter l'histoire de la bibliothèque sous cet angle-là, même si la dimension internationale est très présente, mais cette idée un peu de concorde entre les peuples, de création d'une paix durable par la littérature, c'est pas quelque chose qu'on trouve forcément dans le projet Clamartois, en tout cas dans ce qui est écrit, verbalisé. Et je veux bien qu'on est sur ça. Voilà. Ça, c'était donc une des premières conventions qui est passée donc, par la jeune Joie par les livres, puisque la Joie par les livres est fondée en 1963, l'association, et alors la ville de Clamart, dans l'idée de l'aménagement de la bibliothèque. Et ce que je voulais vous montrer, c'est notamment le troisième point qui aborde donc dans le but de la bibliothèque, comment et on adresse cette question de l'international, c'est qu'on dit quand même la bibliothèque n'aura aucun caractère politique. Je suis désolée parce que la citation, je ne la vois pas. Ni politique ni religieux, donc oui, c'est pas affiché. Il n'y a en tout cas pas de volonté politique affichée.
Donc tout au début, je me disais, voilà, comment on va aborder cette question-là? Mais en réalité, c'est toujours un peu plus compliqué que ce qui est affiché. Mais en tout cas, on pourrait mettre plusieurs hypothèses sur le fait que c'est pas affiché. Est-ce que parce que les projets précédents sont tellement présents dans le cœur de celles qui vont fonder ce lieu qu'il n'y a pas besoin de le réaffirmer? Est-ce que c'est parce que le contexte a changé aussi au début des années 60? On pourrait mettre plusieurs hypothèses sur cette manière d'évoquer les choses, mais on est plutôt dans l'idée d'une connaissance, d'une ouverture sur le monde par la vie des enfants, essentiellement. Voilà. Pour ceux qui ont assisté à la journée d'hier, vous ne serez pas étonnés par la manière, par les personnes qui sont derrière le projet de Clamart. Donc, si vous ne connaissez pas la bibliothèque des enfants de Clamart, c'est une bibliothèque pour enfants qui est ouverte au public le 30 septembre 1965 par l'association La Joie par les livres. Et derrière La Joie par les livres, je vais tiens, là, si vous voulez. Ah oui, donc ça c'est pour vous montrer quand même la bibliothèque dont on parle. La bibliothèque va avoir très rapidement une renommée à l'international, peut-être par évidemment ses formes audacieuses et aussi la manière dont elle va être largement photographiée aussi par Martine Franck, comme vous voyez cette photo célèbre dans l'escalier. Et donc, la slide suivante, la personne qui est derrière, c'est une femme qui va reprendre vraiment, si on peut dire, tous les critères, c'est pas le bon terme, mais toute l'identité de ce qu'on a vu hier. C'est une femme relativement riche, fortunée, protestante. Enfin, je pense que toutes les interventions qu'on a eues hier reprennent vraiment finalement l'identité de cette femme, Anne Schlumberger, qui plus est, a passé de longues années aux États-Unis, puisque donc c'est une Schlumberger, elle a immigré aux États-Unis avec l'entreprise familiale, on pourrait dire, et donc elle est largement influencée par ce qu'elle a vu des bibliothèques américaines, et donc c'est ce que dit notamment, c'est le point sur lequel insiste Hélène Weiss dans le texte qu'elle écrit à l'occasion des 40 ans de la bibliothèque de la Joie par les livres, dans la revue des livres pour enfants. Voilà, vous pourrez lire, mais elle met toute une citation d'Anne Schlumberger qui reprend finalement à quel point elle a été marquée, profondément influencée par ce qui est pour elle la bibliothèque moderne. C'est la bibliothèque américaine où les enfants peuvent s'épanouir en un cadre pour s'épanouir, où ils sont accueillis, où il y a un lieu qui est bienveillant, et aussi un cadre où ils peuvent du coup développer une forme de sérénité et de bien-être. C'est ce qui est en avant dans la citation mise en avant par Hélène Weiss dans son article. Et donc, cette femme donc, revient en France dans le courant des années 50, et elle a la volonté de, à son tour, reprendre ce travail de fondation de bibliothèque. Mais elle fait, d'après ce que je lis et ce qui est écrit, elle semble trouver une opposition dans le monde des bibliothèques françaises, et son projet ne trouve pas forcément l'intérêt qu'elle espérait. Et donc elle est très nourrie aussi, là encore, point qu'on a vu hier, par l'éducation nouvelle. Elle a lu Cousinet, elle est très influencée par ça. Elle va continuer à se former d'une certaine manière. Elle va passer du temps à l'Or-Joyeuse, elle va aller à Munich, elle va continuer aussi ce travail elle va chercher des influences finalement à l'extérieur, puisqu'elle ne trouve pas ce qu'elle cherche d'une certaine manière, elle le soutient en France, et elle va aussi s'entourer de professionnels, de femmes qui vont incarner aussi son envie d'ouverture sur le monde, puisque les premières bibliothécaires qu'elle sollicite, parmi les premières bibliothèques qu'il sollicite, il y a Lise Encrevé, Christine Chatin et Geneviève Patte, dont a déjà parlé Julien, et qui, là encore, si vous avez assisté à la journée d'hier, vous allez retrouver toutes les bibliothèques dont on a parlé, quasiment, puisque, à la slide d'après, Geneviève Patte, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui a dirigé la Joie par les livres jusqu'en 2001, qui est toujours, aujourd'hui en tout cas, la présidente d'honneur de la Petite Bibliothèque Ronde. Elle a beaucoup écrit sur son parcours, le slide d'après, donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver en fait, alors évidemment avec la dimension subjective de cette aventure, c'est l'histoire vue par Geneviève Patte, mais en tout cas, il semble assez clair que le parcours
lui-même de Geneviève, a beaucoup influencé le projet Clamart-toi, puisque Geneviève Path, en fait, elle raconte très souvent, si vous avez écouté des interviews, si vous l'avez lu, qu'en fait, sa vocation de travailler dans les bibliothèques pour enfants, elle la découvre à l'heure joyeuse. C'est là qu'elle a cette révélation, alors qu'elle aurait plutôt eu envie de partir sur une carrière d'enseignante, par exemple. Et donc, elle est très fortement marquée par la manière dont est pensée la bibliothèque de l'heure joyeuse. Elle va ensuite, elle dit qu'elle rencontre les bibliothécaires de l'heure joyeuse qui lui disent de se former avant toute chose et de vraiment avoir dans l'idée aussi d'une reconnaissance de ce métier avec des professionnels qualifiés. Donc, elle va partir d'abord faire une licence d'allemand, et ça, vous allez voir pourquoi c'est plutôt pratique, et après elle va se lancer, à se préparer au métier de bibliothécaire. Et là, elle va faire à la fin des années 50 un stage de quelques mois à l'heure joyeuse, et pendant ce stage à l'heure joyeuse, elle va rencontrer celui qui est alors le directeur de la Bibliothèque internationale pour la jeunesse de Munich, qui va lui proposer la possibilité, elle est germaniste, donc ça tombe plutôt bien, d'aller faire un stage de quelques mois à Munich, donc cette bibliothèque si importante, dont on a parlé hier très longuement. Donc voilà. Donc Geneviève, elle passe par ces deux institutions qui vont de fait fortement l'influencer et qui vont influencer le projet Clamart-toi. Elle va y trouver à Munich cette question justement de l'ouverture sur une édition internationale, alors qu'elle, en tout cas, on sait que l'édition française est probablement pas au niveau probablement de ce qui se fait dans les pays soviétiques, en Allemagne notamment. Et donc elle va être très fortement marquée par ce stage-là, où aussi il y a la possibilité à Munich, donc ce système de bourse fait qu'elle est au contact de beaucoup d'étudiants et de boursiers de tout un tas de pays du monde. Et à la fin de son stage à Munich, elle se dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est comme ça qu'elle le raconte. En tout cas, est-ce qu'elle rentre en France et qu'est-ce qu'elle ferait en France? Et on la convainc, on lui dit de partir aux États-Unis. Donc l'influence américaine, elle passe chez Geneviève Path par une bourse Fulbright qui lui permet de partir étudier aux États-Unis de travailler, pas étudier, elle va travailler à la New York Public Library pendant 2 ans. Et donc, elle reprend à son compte d'une certaine manière, elle a été largement formée par, elle a fait ce parcours de l'influence de la bibliothèque de l'heure joyeuse, elle-même, on a dit, très influencée par la bibliothèque américaine, la bibliothèque de Munich et son expérience américaine. Et tout ça, finalement, se retrouve dans la bibliothèque de Clamart. Donc, d'une certaine manière, je pense que si vous avez assisté à la journée d'hier, on est quand même aussi très impressionné par la qualité du travail proposé, par tout ce qui est proposé par ces femmes, finalement, dans les bibliothèques du Caire, dans les bibliothèques américaines, à l'heure joyeuse. Et c'est comme s'il fallait le réactualiser, parce que c'était pas acquis, c'est pas encore le modèle qui est largement diffusé, et il y a comme l'idée qu'il faut de nouveau montrer que ce modèle-là, en fait, fonctionne, est pertinent, a du sens pour les enfants, a du sens pour les professionnels, et donc là, d'une certaine manière, on retrouve les mêmes curseurs, mais poussés un peu à leur paroxysme. Donc je ne sais pas si on va le voir, mais donc ce qui faisait finalement le caractère aussi innovant des bibliothèques que nous avons vues hier, ces bibliothèques où on facilite l'accès des enfants dans une idée d'une gratuité, pas de papier à donner ou très peu de choses pour pouvoir s'inscrire, des lieux qui sont largement mixtes, alors que l'école ne l'est pas, mixité filles-garçons, mixité aussi des catégories sociales, mixité des âges, puisqu'en fait on est sur des catégories, on a dit de 4-14 ans, on est un peu plus jeune qu'à l'heure joyeuse, puisqu'on part du principe que c'est aussi la fréquentation des livres qui va faciliter l'entrée dans la lecture, alors qu'à l'heure joyeuse on attendait d'être en capacité de lire pour devenir lecteur de la bibliothèque. Mais finalement, on retrouve vraiment toutes ces influences très fortement dans le projet Clamart-toi. Ce qui est poussé peut-être un peu plus loin et ce qui est différent, c'est que la bibliothèque à Clamart, c'est une bibliothèque qui est construite pour ce projet-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réutilisation d'un immeuble haussmannien, on n'est pas dans la maison bourgeoise qui est la première bibliothèque aussi à Munich. Mais on va imaginer, en tout cas Anne Schlumberger demande à une jeune équipe d'architectes, les architectes de l'atelier de Montrouge, d'imaginer ce lieu, mais en fait ils ne l'imaginent que parce qu'ils vont passer énormément de temps à l'heure joyeuse, notamment pour voir les usages
de la bibliothèque qui est fait par les enfants. C'est-à-dire que c'est pas seulement un lieu de prêt, c'est pas seulement un lieu de consultation d'ouvrages, mais c'est un lieu de vie, un lieu d'expérimentation, un lieu où on propose des ateliers, on connaît de leurs joyeuses les photos, des spectacles, notamment ce genre de choses, ce sont des lieux de vie. Donc en fait, les espaces de la bibliothèque de Clamart sont imaginés en amont pour pouvoir accueillir ce type de mission. Et donc vous avez à la bibliothèque des espaces d'atelier, vous avez une cuisine, vous avez à la fois l'idée d'une maison pour les enfants, parce que vous avez vraiment cette petite maison à hauteur d'enfant, avec un mur d'enceinte, une cuisine, une cheminée, mais en même temps aussi une bibliothèque fonctionnelle qui va pouvoir accueillir toutes les activités des enfants, et peut-être, ce qui peut sembler aujourd'hui un peu paradoxal, au détriment des activités du bibliothécaire, puisqu'on sait qu'au début, en fait, il n'y a pas de magasin à la bibliothèque à Clamart, il y a seulement des livres en libre accès. Il n'y a quasiment pas de bureau pour les professionnels, et donc il y a un cylindre, parce que vous savez, la bibliothèque c'est tout en rondeur, c'est un ensemble de cylindres qui s'interpénètrent. On va rajouter un cylindre pour essayer de trouver des espaces de travail. Tellement, en fait, ce qui a été privilégié dans le projet de la bibliothèque de Clamart, c'est l'accueil des enfants, fondamentalement. Et la manière dont ils vont pouvoir s'approprier ce lieu pour en faire leur maison. Et donc ça, c'est peut-être ce qui va être encore un peu plus loin dans les influences qui ont été le modèle des autres bibliothèques que nous avons vu hier, mais qui, voilà, on retrouve je suis désolée si j'ai été beaucoup trop bavarde. Et ça va se retrouver aussi, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une ouverture sur le monde dans ce bâtiment qui est à la fois en fait une métaphore de la lecture. Vous avez un lieu avec des murs un peu épais en béton, donc il y a l'idée d'un repli, de pouvoir être au calme, mais en même temps c'est un lieu qui est très ouvert avec des grandes baies vitrées sur le monde. Donc ça c'est ce qui est très valorisé dans les articles de presse à l'ouverture de la bibliothèque. Cette ouverture aussi physique aussi sur la cité, alors qu'en même temps on aménage des niches pour les enfants. Et c'est aussi vrai dans la manière dont on parle des matériaux utilisés. On attache une importance à une forme d'exotisme de la bibliothèque. Je pense que j'avais eu une petite slide, puisqu'en fait, on valorise beaucoup que c'est du pain d'Oregon. On n'est pas du tout sur du Made in France en 65. Au contraire, on dit le pain est d'Oregon, vous voyez le luminaire, lampion japonais de l'artiste Nobushi. On valorise en fait cet exotisme dans tous les détails de cette bibliothèque. Pareil, le mobilier, c'est un mobilier scandinave, c'est le mobilier d'Alvar Aalto, il est fonctionnel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment cette idée que le moindre détail appelle aussi à cette ouverture sur le monde. On n'est peut-être pas sur un discours politique, on a vu, mais il y a quand même une importance qui est vraiment très importante sur l'ouverture sur le monde. Et ça passe évidemment aussi, et ça je vais laisser la parole à Julien, par les collections, fondamentalement. Oui, les collections, puisque l'une des idées, c'était d'avoir des livres en langue étrangère. À l'ouverture, le 30 septembre 1965, La Croix du Nord, édition régionale du journal La Croix, établissait qu'il y avait 4515 volumes à la bibliothèque de Clamart, dont 250 livres d'images étrangers provenant de 15 pays, des romans, des contes, des documentaires, des éléments iconographiques, des diapositives et des disques. Pourquoi tout de suite se projeter vers un tel corpus de textes? Déjà, il y a une démarche purement philosophique, on pourrait dire. Ce que disait Geneviève Patt en 1978 dans la revue des livres pour enfants, c'est que la bibliothèque de Clamart, comme beaucoup d'autres bibliothèques, donne une large place aux contes populaires, aux légendes. L'existence de beaux albums étrangers permet de présenter des contes très divers, dits dans l'esthétique propre au pays où ils sont nés. Ainsi, en vibrant à l'écoute d'un conte et à la découverte d'images, l'enfant pénètre dans un autre univers et reçoit de façon vivante une véritable éducation de la sensibilité, une ouverture aux autres cultures. Donc, vraiment, c'est un rapport à l'enfant et l'amener à s'ouvrir au monde, mais il y a aussi un parti pris très clair qui a déjà été évoqué par Roxane tout à l'heure, c'est que s'il faut aller chercher ces livres ailleurs, c'est qu'on ne les a pas nécessairement en France. Et donc, il y a vraiment l'idée de jouer un rôle très particulier, juste un petit peu avant. Voilà, j'aime bien cette photo, donc c'est parfait. Mais du coup, c'est vraiment de dire que, et Geneviève le dit en décembre 70, ces albums choisis parmi les meilleurs de la production de chaque pays attirent les enfants d'abord par leur grande qualité de style. Ils s'y révèlent peut-être aussi des qualités qu'on trouve rarement dans le tout venant français. Et c'est une critique qu'elle adresse notamment, alors selon les différents genres littéraires, mais
Il y a cette remarque aussi sur les documentaires, dont la production explose en France au cours des années 60. Et la remarque de Geneviève, de ce point de vue-là, est assez lapidaire, puisqu'elle trouve que ces livres sont faits trop rapidement et qu'ils sont même anti-pédagogiques à différents égards. Enfin, c'est vraiment, elle charge assez lourdement la production française de l'époque. Mais une fois qu'on dit qu'on veut avoir des livres étrangers, comment on s'y prend? Comment on bâtit cette collection et comment on l'actualise et qu'on l'entretient? Ce que dit Geneviève dans l'un des deux livres qu'évoquait Roxane tout à l'heure, mais qu'est-ce qui les fait lire comme ça? Elle évoque ce moment-là un peu directement. Elle dit: vais-je me satisfaire de catalogues d'éditeurs ou de mes quelques visites de foire du livre à Francfort ou à Leipzig? Je tente l'expérience et je me sens perdu. Comment juger de la qualité des ouvrages? C'est l'accueil que les enfants réservent aux livres de qualité qui m'intéressent au premier chef. J'ai donc besoin des conseils éclairés de bibliothécaires japonais, suédois, italiens, tchèques, anglais et de bien d'autres. Je les sollicite grâce à l'aide des bibliothécaires de l'Heure Joyeuse qui reçoivent souvent la visite de collègues étrangers et sont à même de me mettre en relation avec eux. Ceux-ci, en général, côtoient les enfants quotidiennement et sont de vrais connaisseurs de l'art du livre. À chacun, je demande de me faire connaître les 10 meilleurs albums de leur pays, classiques et nouveaux, et je précise, très aimés des enfants. Il s'agit de proposer aux enfants de la cité certains de ces albums et récits qui marquent la vie des familles au-delà de nos frontières. Différentes modalités pour faire venir ces livres, donc on les identifie, mais il y a tout un rapport particulier aussi aux éditeurs étrangers qui vont de manière constante envoyer ce que Geneviève appelle les meilleures réalisations que chacun d'entre eux ont chaque année. Donc c'est faire venir ces livres-là à Clamart en langue d'origine, dans les langues d'origine, et aussi le soin particulier de faire venir des bibliothécaires étrangers à Clamart. Toujours sur le même principe qu'évoquait Roxane, Geneviève Path a pu bénéficier des temps de formation à l'étranger et de travail à l'étranger, en Allemagne puis aux États-Unis. Là, le principe est le même. Une bourse va être mise en place par un Schlumberger pour faire venir chaque année un bibliothécaire étranger qui va pouvoir prendre part à toutes les fonctions de la vie des bibliothécaires de Clamart. C'est-à-dire qu'il y avait d'une part le bénéfice de profiter d'un regard extérieur sur les pratiques au quotidien, mais nécessairement la connaissance de ces bibliothécaires dans le champ de l'édition de leur propre pays pour enrichir et irriguer aussi les collections de Clamart. Et c'est ce qu'on trouve dans l'une des slides ici. Vous avez le texte de Geneviève qui explique cette démarche, et juste après, si vous pouvez passer effectivement, vous avez un exemple d'une sorte de liste établie par une bibliothécaire danoise en 1970 qui va lister et dire pourquoi elle évoque, elle met en avant ces différents livres. Donc ce que Geneviève explique dans le texte qui précédait cette slide, c'est qu'il faut choisir les meilleurs livres de son pays, les présenter aux lecteurs de Clamart et informer les éditeurs français de l'accueil de ces livres auprès du public. Dans la slide suivante, vous avez l'exemple avec le Japon qui occupe une place toute particulière à Clamart, et vous avez un petit texte juste sur la page de droite. La bibliothèque de Clamart met à la disposition des enfants des albums publiés, etc. Il y a vraiment, c'est pas encore disponible en France. On va faire de notre mieux pour, malgré tout, les montrer aux enfants, et si ça peut toucher les éditeurs, c'est pas plus mal. Mais donc, on a ces livres, ils sont actualisés, c'est pas pour autant qu'ils sont nécessairement utilisés, ils sont là, mais comment sont-ils utilisés? Comment on arrive quand même à amener les enfants à s'en saisir? Eh bien, tout d'abord, c'est Marie-Isabelle Merlet, qui était bibliothécaire à Clamart dans les années 70 et qui l'évoque dans un article de 77 dans la revue des livres pour enfants, qui évoque le fait que les albums de la collection étrangère sont en accès direct, selon le principe que bien souvent, avant l'âge de la lecture, la compréhension passe par les images. Les enfants les choisissent comme ils le feraient pour les albums français, sans voir toujours la différence. Donc ils s'en saisissent, et ils interpellent même les bibliothécaires en disant clairement on lit ensemble. Et Marie-Isabelle Merlet dit quand c'est une langue que je parle, ça va, mais si je tombe sur du japonais ou de l'arabe, c'est plus délicat. Donc il y a en tout cas cette immédiateté avec l'enfant qui est évidente et qui est recherchée par des moyens qui pourraient compenser finalement l'incapacité de la bibliothécaire à s'emparer d'un contenu qu'elle ne comprendrait pas.
Et c'est le principe d'avoir des magnétophones où l'enfant peut prendre la bande, mettre la bande dans le magnétophone et écouter la traduction en français du livre qu'il lit en langue étrangère en même temps. Il y a aussi des temps de médiation collective, avec l'heure du conte évidemment, qui va se saisir des ouvrages étrangers, les mettre en avant et suggérer aussi, en tout cas inciter les enfants à s'en emparer par la suite en créant leur propre contenu sur les principes de la joie par la livre, c'est-à-dire favoriser la créativité des enfants dans le cadre d'activités dont ils sont à l'initiative et qui les amènent à créer tout type de contenu. En l'occurrence, ce qu'évoque Geneviève, c'était un temps de création sur des ombres chinoises, par exemple, ou de la peinture sur verre. Mais par ailleurs, il y a aussi des lectures individuelles qui sont suggérées par les bibliothécaires. Et là, c'est le cas, par exemple, c'est ce qu'évoque Madame Merlet également dans cet article de 77. Les bibliothécaires proposent des lectures à ceux qui viennent de commencer l'étude d'une langue en classe pour qu'ils aient le plaisir de maîtriser très vite la lecture d'un livre à la fois drôle, facile et pas trop bébé. Ces albums peuvent être lus aux plus jeunes, mais amusent encore les 10-12 ans qui, aidés, arrivent vite à les lire eux-mêmes. Tu veux avoir des bonnes notes en anglais, crie un enfant avec qui on a commencé la lecture à un de ses camarades pour l'attirer vers le livre. Donc, il y a une méthodologie qui s'est mise en place et des enseignements qui sont retirés de tout ça. Ce qu'évoque Marie-Isabelle Merlet dans l'article de 77, c'est que les livres les plus exploités appartiennent aux langues courantes, sans surprise a priori, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais. Ces dernières langues sont lues par certains enfants de la bibliothèque, alors que l'arabe, parlé par certains, n'est pratiquement pas lu, même par les parents. Les albums qui appartiennent aux pays scandinaves, aux pays de l'Est, sont sous-exploités, sauf lorsque le stagiaire qui les a choisis en a laissé une traduction dactylographiée qui permet de les utiliser après son départ. Il y a une réflexion aussi sur les romans et les documentaires. Clairement, là, on est sur l'enjeu on voit que ce sont beaucoup plus les adultes qui s'en saisissent, mais notamment pour avoir un regard sur la qualité du texte et de la traduction, ce qui permet vraiment d'appréhender aussi, quand ils ont été traduits, la qualité du travail réalisé par les traducteurs. Et il y a vraiment cette remarque de la part de Madame Merlet, c'est aussi un moyen de contrôler la valeur de certaines traductions inégalement heureuses. L'un des objectifs clairement affichés, c'est donc d'orienter les éditeurs français à se saisir de certains de ces ouvrages. Ce que dit Geneviève Patte en 70, tout ceci permet aux bibliothécaires de juger de l'accueil que rencontrent ces albums, qu'elles peuvent ensuite recommander particulièrement aux éditeurs français. Quelques-uns déjà ont ainsi été traduits en France. Au-delà des livres, complémentairement finalement à ces temps de médiation, le rôle des expositions doit être souligné. C'est-à-dire que initialement, dès le départ, en fait, les expositions étaient inscrites dans le mode de fonctionnement de la bibliothèque, organiser, concevoir des expositions pour les proposer à Clamart et ailleurs. C'est ce qu'évoquait... on peut s'arrêter sur cette nouvelle photo, mais qui est tirée d'une vidéo dont je parlerai dans quelques instants. En fait, dès 1965, le bulletin municipal officiel de Clamart dit que 4 fois par an, une exposition d'objets, d'images, de livres sur un thème central sera organisée dans la salle de lecture. Pour Noël, on va débuter avec le jouet à travers les âges et les pays, puis viendra le tour du monde en 80 jours. Dès 65, et cette captation, c'est en lien avec une exposition qui a été proposée en 1967 à Clamart sur une exposition internationale du livre pour enfants. Si vous avez la possibilité de voir l'archive INA de ce reportage, en fait, c'est assez génial parce que déjà, vous avez une interview de Geneviève Patte avec l'outil télévisuel de l'époque. On sent que les gens sont encore en rodage par rapport à ce moment, mais c'est fabuleux parce que les propos sont déjà très clairs sur la littérature de jeunesse. Vous avez des images de la bibliothèque quasiment flambant neuve, on est en 67, et vous avez aussi des échanges avec certains interlocuteurs, dont le père Castor, pour arriver aussi à explorer différents aspects de la littérature jeunesse de l'époque. Autre exposition avec belle affiche, l'exposition Ulysse, Oïs,
Alice, proposé au Centre Pompidou en 1978, qui a réuni plus de 200 000 visiteurs et qui a été par ailleurs exploité un peu partout en France, puisque certaines des sections de cette exposition ont pu être demandées par les villes en région pour sensibiliser le grand public et les professionnels à certaines aires géographiques dans le champ de la littérature jeunesse. J'ai bientôt fini. Pour évoquer très rapidement et de manière très expéditive, le rôle aussi dans les instances internationales, dans les organismes internationaux, au sein de l'Union internationale du livre pour la jeunesse et de l'IFLA, mais je vais laisser la parole à Roxane sur cet aspect. Oui, c'est juste pour conclure et juste pour un peu faire une pirouette par rapport à ce que j'ai dit au début, puisque finalement, donc on a vu la volonté affichée, en tout cas par rapport à ce projet qui est la bibliothèque des enfants de Clamart, mais en tout cas il va y avoir aussi un enjeu très fort pour l'avenir, en tout cas pour les années qui vont suivre. C'est aussi l'idée qu'en reconnaissant en fait dans ce lieu des cultures venues d'ailleurs, c'était la possibilité aussi de reconnaître en fait la bibliothèque comme un lieu d'accueil pour des populations qui arrivaient en fait sur le sol français et la possibilité pour eux d'une intégration possible grâce à la bibliothèque. Et donc ça va être un chantier très fort pour la bibliothèque sur le long terme, et ça va être aussi porté en fait finalement par l'importance, en tout cas l'envie de la bibliothèque assez rapidement en fait d'intégrer et d'avoir une place dans les institutions internationales, puisque en fait Geneviève Pâtre, elle va être élue à l'IBI, elle va représenter aussi cette dimension-là, cette dimension internationale. Et l'IBI, vous allez en parler, il y aura une proposition cet après-midi. Pour le coup, c'est aussi une émanation de la réflexion qu'on a eue hier. La MAN aussi est à l'origine de ce projet-là. Et donc, en fait, c'est un peu une pirouette pour dire qu'en fait, on reste toujours quand même dans ce modèle de pensée, fondamentalement. Et aussi, dès 67, Geneviève va aussi participer beaucoup aux échanges de l'IFLA. Et donc, il y aura une volonté forte, en fait, d'établir des ponts interculturels entre les pays et de faire jouer ce rôle-là par les littératures, tout à fait. Mais ça, je laisse, vous aurez la suite cet après-midi. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.